Moi, je cite, là, j'étais dans l'Aveyron avec des thérapeutes qui, en partie, vivent à la campagne. Mais je leur expliquais comment vivent les Parisiens. Je dis, moi, comment, personnellement, je suis étonné de voir qu'ils ne sont pas encore tous morts. Qui n'ont pas tous fait de burn-out, qui tiennent la route, mais ils sont hyper costauds. C'est la mutation totale. 2 heures de transport le matin, dans une boîte en ferraille, remplie de champs électromagnétiques. 2 heures de transport le soir, et toute la journée devant un écran. Puis comme ça ne lui suffit pas, il rentre, il allume un autre écran. Il se met son grand écran dans son salon, puis il allume son ordinateur pour voir ses messages. Il en prend plein la tronche, puis il va se mettre à cuisiner devant la plaque halogène, et puis il va mettre un truc au four à micro-ondes. Et le gars, il est encore vivant. Et moi, je suis étonné, je lui ai pas de voir. Ah. Merci. Ah, bah ça a fait sauter mon truc. Donc, ça y est, il a pété. Donc voilà. Alors, comment éviter tout ça, justement? Bah, le contraire de l'attention, c'est la détente. Alors, en méditation, moi j'ai travaillé beaucoup au centre Durkheim, avec Jacques Casterman, entre autres. Karl Graf Durkheim, que tout le monde connaît. Un ami de Carl Gustav Jung. Ils ont travaillé ensemble. Le centre Durkheim existe toujours. Il est tenu donc par Jacques Casterman à Mirmande, et puis à Issy-les-Moulineaux, nous avons toujours, avec Elisabeth Julier, où nous pratiquons Zazen. Za qui veut dire assis, et Zen en paix. Assis en paix. Ça fait rêver, hein? Voilà. M'asseoir en paix. Et là arrive un truc qui fait que t'as pas fermé ta voiture à clé. T'as oublié d'éteindre ton portable. Assis en paix. Quelle heure est-il? Il faut que je sois à 17h au théâtre. On prépare un décor et je joue à 18h. Assis en paix. Alors là, il y a un gros générateur de stress, mon anglais qui veut dire serré, tendu, stress, compressé. Un gros générateur de stress, c'est my mind. Les Anglais ont 2 mots pour dire esprit, spirit and mind. Nous, on en a qu'un, on est complètement paumé. On ne sait pas si on parle de l'esprit mental ou du Saint-Esprit. Et le mental, lui, c'est un grand générateur de stress. Il est génial, pour nous foutre la trouille, il est géant. Parce que il n'est jamais dans le présent. Il ne vit jamais dans le présent. Et la détente, le relâchement, c'est justement le présent. Être ici et maintenant. Où et quand veux-tu être heureux, sinon ici et maintenant? Le bonheur est au présent, disait Montaigne. Qu'est-ce que le présent? La présence. La présence à soi-même et la présence à l'autre, la présence au monde. Zazen. Assis en paix. Alors, le mental, lui, il va chercher immédiatement des références dans le passé et une projection dans l'avenir. Et là, maintenant. Seulement, je me suis rendu compte très vite qu'en pratiquant la présence consciente, alors on appelle aujourd'hui la méditation en pleine conscience. Parce qu'il y en a, ils ne méditent pas en pleine conscience. Méditation en pleine conscience. Eh bien, mes tissus sont lâchés. Intéressant, ça. Ça se détend à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Ça va peut-être même jusqu'à m'endormir. Alors, chez Casterman, on médite devant un mur. Si tu t'endors, tu te prends le mur, tu ne le fais pas 2 fois. Zazen, assis en paix. Oh, relâcher les tensions, libérer les tensions de soi-même en accueillant le souffle de vie. En prenant conscience que c'est le Qigong, que l'énergie est là, elle existe. C'est dans mon hara. Je fais ça, mais dans mon hara. Face à mon hara, sur le nombril, 3 doigts sur le nombril, donc la symbolique de l'ouverture des mains en forme de cœur devant ce hara, qui veut dire le centre énergétique de l'homme. Je vous conseille un très bon livre de Durkheim, puisque j'ai parlé de Durkheim, qui s'appelle Hara, qui fait bien comprendre ce que je suis en train de dire.
la puissance de l'énergie vitale centrée dans le hara. Ce qu'on n'a pas appris du tout. Donc nous vivons dans notre sphère mentale, notre sphère émotionnelle, et très peu dans le hara. D'ailleurs, il y a un test très rapide à faire, si on avait le temps et si vous êtes d'accord, c'est de voir à quel point nous ne sommes pas dans notre hara. C'est un petit travail à deux. Il y en a un qui pousse l'autre, l'autre ne peut pas tenir, et puis on va appuyer dans le hara pour bien lui faire localiser ce hara, et il va mettre sa conscience dans son hara. Et là, il nous faudra 2 fois plus de force pour pousser le camarade. Parce qu'il a descendu son énergie vitale dans son bassin, dans son centre. Dans lequel nous devrions vivre toute la journée, et dans lequel nous ne sommes pratiquement jamais. Le hara. Donc l'objectif d'une méthode surrénale, c'est d'accompagner la détente du tissu afin que les fluides, les liquides circulent à travers le réseau facial, alimentent chacune de nos cellules et nettoient chacune de nos cellules. Nous sommes, en plus de ces 55 000 milliards de cellules, nous sommes 75% de flotte. Un petit peu de pinard de temps en temps, ça fait pas mal, mais de la flotte. Et cette eau, si elle circule, eh bien, elle va drainer l'alimentation et elle va éliminer les déchets. Mais si elle ne circule plus, elle va stagner, elle va mourir. Et faire mourir les cellules. Et quand une cellule est agressée, j'ai dit tout à l'heure, elle sort pas. Et l'enveloppe cellulaire, elle est percée de microtubules qui permettent au liquide de rentrer dans la cellule pour la nourrir et d'en sortir pour la nettoyer. Donc, dans la fermeture, j'empêche cet échange. Dans l'ouverture, j'accueille cet échange et je lui permets d'exister car il ne demande que ça. Mes cellules ne demandent que ça. Vivre, respirer. Là-dedans, c'est plus compliqué. Mais au niveau cellulaire et tissulaire, la cellule ne demande que ça. Elle n'attend que ça. Donc là, lui, il est fait pour vivre tranquille et peinard. En tout cas, son corps, lui, il est fait pour vivre tranquille et peinard, sans agression. Et là, tout se passe bien. Le vieillissement n'est qu'un phénomène naturel de l'oxydation. C'est l'oxygène qui nous permet de vivre sur cette planète qui, en même temps, nous tue. En tout cas, entraîne le vieillissement cellulaire. L'oxydation. Mais en dehors de ce phénomène naturel, le corps ne demande que ça. Il ne demande que vivre. Respirer, échanger en permanence. Mais dans la détente, dans la relaxation, dans l'abandon de soi. Alors pour finir, on va parler de l'abandon de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'abandonne. Ça c'est. Je m'abandonne à une autre force que la mienne. Je quitte le contrôle. Je m'abandonne, ça veut dire je M', abandonne. J'abandonne moi. Là, ça commence à faire peur. J'abandonne mon moi. Mon moi égotique. Qui lui ne veut surtout pas ça. Il n'y a rien de pire que de demander à son moi de s'effacer. Il est encore plus présent qu'avant. Omniprésent. Je le fais sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. La pensée. La pensée en tant qu'énergie a été mesurée, et une pensée positive, sans aucune connotation ni morale, ni religieuse, etc. Une pensée positive, c'est une pensée qui fait du bien. On a pu mesurer qu'elle ouvre les tissus, dilate la cellule. Et la pensée négative, la colère, la peur, referme les tissus et va à l'encontre de la santé. Et je rappelle encore une fois, en ce qui nous concerne, aussi bien la santé physique que la santé psychique, car il n'y a aucune différence entre le corps et l'esprit mental. Il y a autant de différence entre le corps et l'esprit qu'entre la glace et l'eau. La psychosomatique. J'ai vu des médecins spécialistes en maladies psychosomatiques. J'ai aussi vu des boulangers spécialistes en pain. Toutes les maladies sont évidemment psychosomatiques, 100% des maladies sont psychosomatiques, puisque intimement liées, le mental et le corps fonctionnent ensemble. Grand corps et petit moi font. Il y a débat, je suis d'accord. Mais physiquement, scientifiquement, c'est prouvé. Ça marche comme ça. Voltaire nous avait écrit « Décider d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Si vous avez ça dans la salle d'attente de mon cabinet, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, il a entièrement raison. La pensée positive me fait du bien, ouvre mon corps, détend mes tissus, me fait passer sur le système nerveux parasympathique. La pensée négative va m'entraîner sur le système sympathique, le stress, qui par accumulation, donc là, finir par ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est à la mode, le burn-out.
Est-ce que j'ai été clair? Dites-moi. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser, peut-être? Je ne suis qu'un corps, il n'y a qu'un corps tout entier. L'âme n'est qu'un mot désignant une parcelle de ce corps. Nietzsche. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'est la notion de corps, comment vous la percevez, et est-ce que dans ces différentes phases, on a deux corps, donc a priori sur un plan énergétique, sur lequel vous insistez, mais on a aussi un corps chimique, et je pense qu'il y a des médicaments chimiques, autant qu'il y a des soins sur la partie énergétique. Un peu, voilà. C'est la même chose qu'en physique quantique, la physique des quantas. On s'appuie pas mal dessus parce qu'aujourd'hui, en plus, ça va vite. Ça va très vite parce qu'on a des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant. Alors, la matière et l'énergie, c'est la même chose. La matière n'existe pas. La matière n'est qu'un condensé d'énergie. Condensé, condensation, compressé, condensation. Mais un compressé n'est pas forcément un imbécile en retard, précisait Pierre Dac. Je vous laisse le temps de... Donc condensé, compressé, cette énergie forme ce qu'on appelle la matière, mais c'est faux. Il n'y a pas de matière, puisque plus nous descendons dans l'infiniment plus petit, plus nous rencontrons du vide. Et ce vide quantique, il est rempli d'énergie. Entre le noyau d'un atome et les électrons qui tournent autour, entre ce noyau et l'électron, il n'y a que de l'énergie. C'est rempli d'énergie. C'est rempli d'informations. Je m'entraîne à lire un monsieur très intéressant qui s'appelle Erwin Laszlo, qui d'ailleurs, lui, utilise le terme information, information. Donc, tout est information. Donc, la chimie, c'est de l'information. Tout ce qu'on va fabriquer, c'est de l'information, c'est de la vibration. D'accord? Je prends l'exemple de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est l'infinitésimal. Vous avez un morceau de sucre, un petit granule, et dessus, vous avez de l'information. Il n'y a rien. En tant que matière, entre guillemets, il n'y a rien. D'accord? Mais plus c'est dilué, c'est-à-dire plus il n'y a rien, plus c'est puissant. Ah non, merde, il y a un truc qui va pas. Parce que nous sommes des champs d'énergie, avant tout, que les champs dimorphiques, morphogénétiques, nous ont formé, nous sommes des formes de matière. Et là, visuellement, nous avons chacun une forme différente, ce qui va définir notre identité vibratoire. Je vous donne un exemple concret. Je travaille sur des personnes amputées à l'IRMA, au centre de Valenton, de l'éducation, et donc des gens qui n'ont plus la matière, mais qui ont des douleurs que l'on appelle fantômes. On ne va pas appeler fantômes d'ailleurs, c'est une hérésie. J'avais une patiente africaine, on lui a dit qu'elle avait un membre fantôme, elle a hurlé, elle pensait qu'elle avait un fantôme. Ah, il y a un fantôme! Il n'y a pas de fantôme. Si le membre matière disparu, le membre énergétique est toujours là. C'est-à-dire que son champ morphique est là. Mais le champ est perturbé. Parce que la matière, entre guillemets, la matière, cette condensation n'existe plus. Donc, il envoie au cerveau, les neurosciences aujourd'hui le prouvent, des informations dites en Wi-Fi. Il n'y a pas que le circuit neurologique qui prenne des informations, il n'y a pas que les neurones qui portent des informations par leur circuit neurologique, mais en Wi-Fi. Nous sommes des antennes. Et là, je vous rapporte aux travaux de Rupert Sheldrake, le biologiste anglais, qui a travaillé sur ce qu'on appelle les champs morphogénétiques et les relations dans le monde animal, toutes les informations qui circulent et qui sont impalpables, invisibles, mais qui entraînent une évolution d'une espèce. Donc ces champs, ils existent en permanence et l'information, elle est omniprésente et captée dans certaines situations. La situation de l'amputation, justement, va perturber le cerveau et ça sera traduit comme de la douleur. Jusqu'à ce que nos travaux, c'est-à-dire notre action, notre non-action de présence énergétique, de bioénergéticien, va permettre au champ global de se rééquilibrer. Et à la sensation de douleur, de présence, de disparaître. Parce que le champ global s'est rééquilibré. La chimie, donc, je parlais d'un médicament, par exemple, si j'ingurgite un médicament, j'ingurgite un nombre calculé d'informations qui vont avoir une réaction, action-réaction, l'information ingurgitée dans un organisme va entraîner des réactions. D'accord? On sait, là on va aller encore plus loin, qu'on donne des médicaments. Alors justement, on va travailler avec les animaux, alors on donne un médicament à l'animal, on donne de l'information tous les jours. Et
puis on commence à arrêter de lui donner l'information. Et on lui donne un morceau de sucre. Et là, on arrive sur le phénomène du placebo qui est merveilleux. Il ne faut surtout pas jeter à la poubelle le placebo. C'est la preuve que nous avons à l'intérieur de cet organisme toutes les réponses d'auto-guérison, mais qu'elles sont bloquées, elles sont enfermées, et que l'intelligence ne serait pas de les nier, mais plutôt de les réveiller. Et l'approche bioénergétique a justement cet objectif de réveiller les capacités d'auto-régulation, d'auto-guérison du corps. Et là, on est dans le bon médicamenteux, et les laboratoires nous tirent dessus, évidemment. Donc, le médicamenteux à l'Irma de Valenton avec tous ces amputés, ben voilà, vous avez une douleur, on vous shoot au Valium, tout ce qu'on a, on a toute la liste des médicaments qui prennent, pour limiter, voire, si c'est possible, annuler la douleur. Mais ce n'est pas une vie, parce que ça, c'est au quotidien et jusqu'à la fin de leur jour. Donc, on travaille, on étudie, on propose des solutions non médicamenteuses pour arriver à éliminer un maximum d'effets secondaires de tous ces produits chimiques. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Alors, on va simplifier parce que ça peut être très, très complexe, mais le corps physique, c'est celui que là, je passe, enfin. Le corps magnétique, c'est le développement d'un champ magnétique à partir d'une cellule. C'est-à-dire que dans l'univers, toute particule en mouvement développe un champ magnétique et de la chaleur. La thermodynamique, c'est de l'énergie. Le champ magnétique du cœur, par exemple, le cœur c'est une grosse particule perpétuellement en mouvement jusqu'à la fin de la vie. Le champ magnétique du cœur a été mesuré à 3 mètres de diamètre. C'est-à-dire que tous nos champs magnétiques cardio sont en relation. Et que s'il y en a un qui commence à paniquer et à faire lever son taux vibratoire, ça va communiquer. Vous savez, il n'y a rien de pire que la peur, ça se communique très vite, la panique, etc. Donc, voilà. Champ magnétique, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Du mouvement de la particule, la toute petite notion de matière que nous connaissons, vers l'extérieur. Et le champ dimorphique, le champ morphologique, ce que certains appelleront peut-être l'aura, je ne sais pas, moi c'est pas mon truc ça, vient de l'extérieur, c'est le champ qui a créé la matière, et qui donne une identité vibratoire. Par exemple, les feuilles d'un arbre, toutes les feuilles de chêne se ressemblent, et aucune n'est identique à sa voisine. Il y a toujours une différence, donc une identité. Une identité vibratoire qui va permettre justement de capter son identité, peut-être de la soigner à distance. D'où le soin à distance, le radiesthésiste, etc. Quand il demande la photo du patient, ce n'est pas tant son image qui l'intéresse, c'est champ morphogénétique. Donc le corps vibratoire du patient. Donc corps magnétique, corps vibratoire, corps éthérique. La forme, le champ que nous sommes. Et nous pouvons agir sur ce champ, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que par la relaxation, par la détente, nous permettons à ce champ de s'ouvrir. Et plus ce champ vibratoire s'ouvre, et plus l'énergie, le souffle de vie, peut le nourrir. Et l'effet thérapeutique se fait justement dans la fusion entre le thérapeute et le patient, pendant une séance, lorsque le thérapeute, par méditation, qui veut dire se centrer, s'ouvrir, entraîne le patient dans l'ouverture de son champ. Et à partir de ça, de ce phénomène physique, l'énergie va stimuler, dynamiser ses capacités d'autorégulation. Alors en ostéopathie, on s'en rendait compte à partir du liquide céphalo-rachidien, fabriqué dans le cerveau, qui circule autour du cerveau et de la moelle épinière. La rencontre entre les deux énergies s'additionne et stimule la circulation du liquide céphalo-rachidien, qui va dynamiser tout l'ensemble des liquides. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la maladie commence en fascia, c'est-à-dire que la maladie commence quand le tissu s'assèche, quand l'enveloppe cellulaire se referme. L'antidote, c'est de irriguer le tissu. Et la dynamisation des liquides par rapport énergétique, par transfert énergétique, va dynamiser les liquides qui vont irriguer à nouveau les tissus qui se sont asséchés et appauvris, voire sont morts, en fait, c'est trop tard. La calcification, par exemple, c'est une réaction de défense du tissu qui s'assèche à tel point qu'il va se déchirer. Donc le corps envoie du calcium pour empêcher la déchirure. J'ai répondu un peu mieux? Oui. Est-ce que l'on pourrait tirer les conclusions de vos propos en ce qui concerne l'éducation des jeunes enfants? Est-ce que, par exemple,
il n'y a pas de mauvaises habitudes à prendre qui les découragent à puiser en eux-mêmes pour s'appuyer sur des éléments extérieurs. Enfin, est-ce que, je sais pas, dans les toutes premières années, par exemple. L'enfant, dans les toutes premières années, il n'a qu'à laisser lire. Il ne faut surtout pas l'empêcher de lire. Oui. Je vais donner un exemple. La verticalisation. Moi, je conseille, je me permets, ça me regarde, et je dis à mes patients qui ont un jeune enfant, ne l'aidez pas à marcher. Ça ne sert à rien. Vous allez le contraindre. Le développement du cerveau entraîne le développement du crâne. Hein. Donc ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier organe qui va se former, c'est le système nerveux central. Et en particulier l'oreille interne, la fameuse oreille interne qui nous permet de nous équilibrer. Ok ? Dans le développement du cerveau, entraîne le développement du crâne. Les plaques osseuses vont se positionner de telle manière qu'à un moment donné, la base crânienne, l'occiput, va être en équilibre avec le sacrum. Et le sacrum, lui, c'est bien le centre énergétique, et c'est aussi le centre de gravité, le centre d'équilibre. C'est une question de positionnement de la structure dans le mouvement qui va permettre à l'enfant de se verticaliser naturellement. C'est une énergie qui va le tirer vers le haut. Qu'est-ce que je vais l'emmerder à marcher à 9 mois pour plaire à mes voisins et frimer dans l'escalier de mon immeuble? Et l'enfant qui n'est pas un idiot, je me dépêche. Non, c'est pour apporter une légère contraction. Il va, très bien, il va donc, face à son entourage, vouloir faire plaisir. Donc il va y aller. Il va répondre aux applaudissements de la famille et se redresser de façon artificielle et se déséquilibrer. Cette verticalisation artificielle, il peut l'entraîner jusqu'à la fin de sa vie. C'est un exemple pour nous permettre de dire que laissons-les faire, laissons la nature faire son travail, justement, n'organisons pas de contraintes à ce travail, c'est ce que nous faisons. Par contre, la société, elle, organise des contraintes. Dès le plus jeune âge, quand un enfant est nourri par du lait en poudre chauffé au four à micro-ondes dès ses premiers jours, il est déjà agressé. Donc ces tissus, au lieu de s'ouvrir et puis de se développer normalement, vont être en souffrance. La naissance, alors là, si on ouvre le chapitre de la naissance, on reviendra jusqu'à demain, mais aujourd'hui, on s'est totalement éloigné de la naissance naturelle, donc de la nature, ce que propose la nature, c'est-à-dire chez la femme, son cerveau rectilien, qui lui a toutes les mémoires, toute la programmation d'une naissance naturelle, et va être contrainte par une position qui n'est pas naturelle. On a commencé par allonger les femmes alors que la poussée de la puissance, elle est verticale, par une stimulation du néocortex à cause de la lumière, du bruit, du mouvement, etc. On en a jusqu'à demain. Et là, les contraintes, elles vont se propager à l'enfant qui n'est même pas encore né. Oui. Alors juste, Eric va apporter une légère contradiction, je le sens. Alors, vous avez parlé d'Aristote, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire que l'homme occidental est assez agité, plutôt dépressif, quelqu'un, en tout cas un homme très stressé, et on a pour habitude de, en tout cas, l'inciter à penser de manière positive. Alors aujourd'hui, on a abordé d'autres traditions, on a abordé le chamanisme, on a abordé les rites initiatiques, et on a abordé cette idée d'affronter la mort et de plonger, puisqu'on a abordé aussi des philosophes existentiels comme Kierkegaard et Heidegger. On a parlé des bienfaits finalement de rentrer dans le désespoir et dans l'angoisse. Donc, et ça me rappelle, je dirais, une interrogation en tout cas de Maître Deschimarru. Maître Deschimarru qui a apporté le Zen Soto en 1967 en France. Et Deschimarru disait que faire zazen, donc méditer en posture assise, c'était rentrer dans son cercueil. On sait que le bouddhisme, c'est la voie de la non-peur, mais Deschimarru disait aussi qu'en zazen, il fallait aussi avoir cette crainte du cosmos, il fallait aussi s'ouvrir à l'angoisse de l'infini. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez finalement. Je sais qu'on a tendance à vouloir penser positivement, mais justement, la pensée négative, est-ce que finalement elle n'a pas aussi du bienfait? Alors, en termes jungiens, on pourrait parler de part d'ombre, de part du diable, de Dionysos. De toute façon, elle est inhérente à la condition humaine. Il ne faut pas la nier, il faut vivre avec, il faut l'accueillir, je pense. Oui. Donc, si on prend les traditions, on parle un peu du Japon, du bouddhisme japonais, zazen, etc., donc, je vais parler d'aïkido, ça m'a fait penser à l'aïkido, que je pratique avec grand plaisir. Maître Shiba nous a appris justement à
nous orienter vers une ouverture infinie. Oshiba, c'est le fondateur de l'aïkido. Et il a dit, j'ai utilisé un art martial parce que c'était à la mode à l'époque et que je pouvais toucher le plus grand nombre de jeunes. Mais ça aurait pu être l'art du thé, comme ça existe. Ça aurait pu être n'importe quoi, la couture, la broderie, mais il aurait eu moins d'adeptes, à mon avis. Alors, ça veut dire quoi aborder l'infini? Ça veut dire s'abandonner, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire accueillir cette réalité. Je voudrais préciser que si je médite, ce n'est pas pour quitter le monde, et ça c'est une confusion, mais c'est pour être dans le monde. Je quitte le monde quand je pense, justement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je cherche une référence dans le passé et une projection dans l'avenir. Je ne suis pas dans le présent. Il y a un gars qui a dit, je pense donc je suis. Là, je voudrais justement, sur le projet, c'est dire, je ne pense pas, donc je suis. Et puis, c'est écrire une chanson qui s'intitulerait « On est foutu, on pense trop ». Vous connaissez, on est foutu, on mange trop. Enfin, un pastiche, on est foutu, on pense trop. Donc la pensée nous empêche d'aborder certaines choses, et j'avais écrit La peur origine de nos maladies, justement, parce que j'ai démontré que, c'est un peu, ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est la peur qui va engendrer toute fermeture, tout blocage, d'échange. Et là, avec le fin fond de l'univers, justement, avec l'immensité. Mais ça, on ne nous a surtout pas appris ça. On nous fout la trouille de la mort en permanence, alors comme jamais aujourd'hui, là, ils sont en train de se délecter. J'ai fait la connerie d'écouter France Info tout à l'heure. Dans ma voiture, c'est l'accident qu'il y a eu. Ils sont même allés interviewer un mec dont la femme a cramé. Lui, il lui demande des détails. Alors, vous avez des images qui vous reviennent. Vous avez... Sur le scoop, quoi. Le scoop de l'horreur. Et grâce à ça, on peut dominer des peuples entiers. Il n'y a rien de pire, justement, d'être capable d'aborder l'infini sans peur, d'aborder la mort sans peur. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente. Et aujourd'hui, il y a 60 millions de cas étudiés dans le monde de personnes qui ont fait cette expérience donc de délocalisation de la conscience. Là, je vais en venir. C'est intéressant parce que là, on comprend que, et puis dans d'autres situations, que la conscience, elle se délocalise, c'est-à-dire qu'elle quitte le corps. Et elle ramène des informations troublantes, qui sont justes, précises, qui sont vérifiables. Les cas les plus troublants sont ceux d'aveugle. Bah oui, parce que le mec, là, il a ouvert un œil et il raconte ce qui s'est passé. Mais là, il a ouvert les deux yeux, il est aveugle. Et en plus, il est aveugle de naissance. Il ramène des témoignages avec précision de couleurs qu'il n'a jamais vues. Lui, il sait que l'infirmier, il était avec une blouse blanche et l'infirmier avec une mini-jupe bleue. Donc, il s'en souvient. Il y a une femme qui a pu dire quel était le fabricant de la table d'opération, oui. la référence de la voilà, par exemple. Voilà, ça a été vérifié, c'est vérifiable. Donc, on n'est pas dans le roman. Alors j'en reviens à cette notion donc, de mort, d'infini, là, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit à Sonia Barcala qui organise les congrès internationaux de tous les chercheurs scientifiques dans le monde, enfin pas tous, mais une partie. J'ai dit, mais tu sais ce que tu es en train de faire là? Fais attention. Fais attention quand tu rentres chez toi le soir. Parce que si ton mouvement s'étend, c'est totalement subversif. Tu es en train de remettre en question tous les fondamentaux de la société et toutes ces peurs justement sur lesquelles on s'appuie pour tenir les gens. La peur de la mort, de toutes les petites morts qu'on peut rencontrer dans son existence. Il y a une question de la philosophie. C'est une remarque que je vais rebondir aussi sur vos propos, en faisant ce qui était déjà dit. En fait, je voudrais solliciter votre attention, l'attention aussi de notre public, sur la question politique de ce qu'on fait, car justement, vous avez quand même abordé un peu cela avec les dangers des bouleversements que vous demandez de faire par rapport à notre quotidien. Je suis tout à fait d'accord, car aussi sur l'enfance, on peut parler d'énergie. Il y a des architectes comme Steiner qui pratiquaient aussi la philosophie, qui allaient aussi, je crois, dans votre sens. Et tout ça risque d'être oublié. Donc c'est un engagement politique, c'est lui de remettre en valeur les énergies et tout ce qui peut être la bioénergétique. Mais dans une démarche aussi politique, je trouve qu'aujourd'hui tout ça est à ce tour manipulé, car la pratique de la présence à soi
est souvent manipulé comme un abandon de soi qui va être l'abandon d'un certain symbolique sur lequel Frédéric essayait peut-être de mettre l'accent, c'est-à-dire l'abandon de soi ne doit pas être confondu comme un abandon de la pensée. On ne peut pas dire, on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de laisser des phrases comme on pense trop, je crois qu'on ne pense pas assez. Et on pense mal. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas lâcher prise sur certains sujets. Car on risque souvent d'être manipulé malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, car la prison, que ce soit le mythe du bonheur, fait partie aussi de codes capitalistes sur lesquels on marche et qui nous provoquent le burn-out aussi. Donc, voilà, je voulais juste remettre l'accent sur certains sujets. J'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de penser, j'ai jamais dit ça. Utiliser sa pensée dans le bon sens. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on pense trop. C'est-à-dire que si je rejoins Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, et quand il nous dit que 90% de nos pensées sont inutiles et répétitives, moi je pense qu'il n'a pas forcément tort. Mais les 10% qui restent ont permis à Einstein, qui nous disait quand même, je le rappelle puisqu'on vient de le citer, le niveau de conscience qui a créé le problème est incapable de le résoudre. La solution se trouve toujours au niveau de conscience supérieur. Et Jung disait la même chose. C'est dans ce sens-là que trop penser, de toute façon, ça freine la créativité, l'intuition. Et je vous encourage à lire un livre qui s'intitule Voyage au-delà de mon cerveau, qui a été écrit par une neurologue qui a subi un AVC, donc un accident vasculaire cérébral qui a paralysé les fonctions de son cerveau gauche, donc une certaine intellectualisation des choses, et qui lui a permis de découvrir dans cet accident dramatique, qui a duré 8 années de rééducation, de découvrir les facultés de son cerveau droit. Et je reviens à Jung qui nous disait quand même l'évolution de l'homme passera par la réunification des deux hémisphères cérébraux. Et pour le moment, quand je dis on pense trop, c'est qu'on se sert totalement grande partie du cerveau gauche et pas assez du cerveau droit. Et on n'a pas développé dans les écoles. On abandonne l'intuition, la créativité. Dans notre société, on ne pousse surtout pas la créativité, mais qui, pour moi, fait partie de la condition humaine. Si je ne crée pas, je meurs. Donc j'ai besoin de créer, mais même un gâteau, la créativité, c'est... je veux bien faire la bouffe pour mes copains. Quand je regarde, j'étais instituteur en maternelle, et j'ai travaillé avec des enfants de moyenne section, le dessin de ces enfants, j'ai gardé les dessins de ces enfants qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas qu'il peint. Il peint. Quand il va commencer à quitter cette capacité de son cerveau droit à s'exprimer et de plonger dans la réflexion, dans la pensée, l'âge de raison, 7 ans, quand ses dents de lait vont tomber et que ses temps définitifs vont arriver, d'inscrire dans son corps ce voile de la pensée qui va le bloquer dans sa créativité, dans son intuition, dans sa sensibilité. Et Picasso disait, toute ma vie, j'ai cherché à peindre comme un enfant. C'est-à-dire à rentrer dans cette dimension où je ne peins pas. Je ne sais pas que je peins. Je peins. L'enfant ne sait pas qu'il marche. Il marche, foutez-lui la paix, laissez-le marcher. Il marche. Et donc, le combattant d'aïkido ne sait pas qu'il combat. Il combat. Le tireur à l'arc ne sait pas qu'il tire. Il tire. Et c'est justement quand la pensée, le mental s'est effacé et que cette autre dimension de conscience qui est cachée derrière s'exprime, que là, le miracle apparaît. Et je vais finir, je suis désolé, il faut que j'aille faire le clown sur scène. Il n'y a que, c'est Jung qui disait, je ne sais pas si la phrase est exacte, il n'y a que l'expérience lumineuse qui soit réellement thérapeutique, c'est-à-dire sacrée. Et le sacré, c'est dans le présent. Je vais balayer cette pièce peut être un acte sacré, si je le fais en pleine conscience. Ce qui ne veut pas dire que je nie les capacités, les qualités de la pensée. Vous avez plutôt adopté cette formule, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Une passivité de la pensée. Pas une non-pensée, une négation de la pensée, une passivité de la pensée. On s'abandonne, on n'abandonne jamais la pensée. On est des êtres symboliques tout le temps. Donc là, on dit, je m'abandonne, je retrouve l'autre, vous avez dit, je le retrouve symboliquement. Je suis sûr que je parle déjà. Oui, mais déjà, c'est déjà pas mal si on arrive à s'abandonner un petit peu. On est bien loin. Alors là, je vais reprendre la maternelle comme exemple. Moi, je pense qu'au niveau de l'évolution
la pensée justement humaine, on est en maternelle. Alors il y en a qui sont en petite section, d'autres en moyenne, d'autres en grande section, mais on n'est pas encore au cours élémentaire. On en est bien loin, je pense. Voilà, merci de votre attention.